Pas de messe basse, bienvenue sur le podcast du diocèse de Troyes qui nous permet de donner la parole à des femmes, à des hommes, qu'ils soient laïcs ou religieux. Il y sera question de l'actualité de l'Église dans l'aube et dans sa dimension universelle. Madeleine Gaillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale du diocèse de Troyes. Autrement dit, si l'on utilise une terminologie certes un peu réductrice, vous êtes depuis ce 1er septembre 2023 la numéro 3 du diocèse. Alors, en quoi consiste cette mission confiée par l'évêque ? Alors, cette mission confiée par l'évêque consiste en fait à assister le vicaire général, enfin collaborer en tous les cas avec le vicaire général pour assurer la responsabilité, la gouvernance du diocèse avec l'évêque. Voilà, donc c'est une mission qui est pas forcément nouvelle parce que elle est effectivement prévue dans le droit canonique, mais qui n'avait pas été beaucoup utilisée jusqu'à présent. Quand vous dites gouvernance, qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors, quand on parle de gouvernance, il s'agit des orientations du diocèse et des décisions qui sont à prendre dans le diocèse, donc décisions qui sont à prendre par l'évêque, qui est aidé d'un certain nombre de conseils aussi pour prendre ces décisions et pour réfléchir aux orientations du diocèse, mais qui sont aussi réfléchis avec le vicaire général et la déléguée générale en l'occurrence. Est-ce que vous allez intervenir sur la réorganisation des territoires au sein du diocèse ? Alors, intervenir sur la réorganisation, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça. Alors, il se trouve que, donc personnellement, je participe à l'équipe qui accompagne cette démarche donc depuis un an. Que je vais continuer à participer à cette équipe et que je vais aussi accompagner effectivement la démarche de la manière de vivre dans les territoires du diocèse aujourd'hui. Vous êtes un exemple de l'implication des laïcs au plus haut niveau de l'Église. Est-ce important selon vous ? Oui, bien sûr, c'est très important. Donc, c'est vrai que quand l'évêque m'a contacté et m'a fait part de sa demande, donc d'être délégué général, c'est vrai que j'ai été surprise. La réponse a été assez rapide, même si j'ai demandé quand même un temps de discernement pour donner ma réponse. Et un des éléments qui m'a fait répondre rapidement, ça a été de me dire, tu peux pas d'un côté dire il faut absolument que les laïcs prennent leur place et toute leur place dans les décisions et les organisations décisionnelles de l'Église. Je pouvais pas dire les femmes ont leur rôle dans l'Église, mais elles sont pas présentes au niveau des conseils, au niveau des organismes de décision. Voilà, je pouvais pas dire ça d'un côté et puis au moment où on m'offre la possibilité d'y contribuer, de dire non. Donc voilà, c'est vraiment un des éléments. Il y en a eu d'autres, mais un des éléments qui m'a fait dire un oui assez rapide à cette mission, à cette fonction. Donc vous ne pouviez pas refuser, c'est ça ? Alors si, je pouvais refuser. Le oui, c'est assez vite imposé. D'accord. Alors, laïcs et femmes en responsabilité au sein de l'Église et au plus haut niveau, est-ce que vous avez le sentiment que vous allez pouvoir apporter une forme de sensibilité différente, une approche différente dans l'examen des dossiers ? Alors, je sais pas si c'est une sensibilité différente, mais c'est sûr que je pense que y a une altérité homme-femme et que en tant que femme, et je crois pouvoir dire, puisque l'évêque l'a déjà dit lui-même, que j'ai déjà entendu aussi des collaborateurs ou des collègues prêtres disant que ne serait-ce que la présence des femmes dans les conseils, au niveau du conseil épiscopal, apporte, j'ai déjà entendu un prêtre dire une fraîcheur et apporte quelque chose de nouveau et de différent dans les échanges, dans les partages, et du coup dans les décisions qui vont être prises. Voilà. Donc, on sait que la place des femmes, c'est un des sujets majeurs aujourd'hui au sein de l'Église, au niveau universel. Est-ce que jusqu'à présent, en tout cas, vous êtes bien accueillis ? Alors, j'ai l'impression que oui. Alors après, vous l'avez rappelé, je suis déléguée générale au 1er septembre. 1er septembre, c'est aujourd'hui. Et du coup, voilà, j'ai pas d'expérience dans l'exercice de ma fonction, si ce n'est que, voilà, j'ai vu comment l'annonce de cette nomination avait été accueillie. Alors, c'est vrai que je le dis un petit peu en rigolant, mais c'est un peu une caricature, mais c'est quand même un peu ça.
Alors, les femmes accueillent vraiment très bien cette nouvelle et avec beaucoup de joie, vraiment beaucoup de joie, et me remercient d'avoir dit oui. Voilà. Et les hommes, qui sont beaucoup de prêtres, voilà, partagent aussi pour la plupart leur joie et me disent bon courage. Voilà. Alors voilà, je sais pas si à noter ou c'est significatif, mais voilà, j'ai remarqué ça quand même. Pourtant, ce n'est pas du tout votre premier engagement pour le diocèse de Troyes. Quel a été votre parcours ? Alors non, c'est pas mon premier engagement, et voilà, si l'évêque m'a demandé de remplir cette fonction, voilà, c'est pas, je pense que c'est pas par hasard, même si je connais pas les intuitions les plus profondes. Mais du coup, alors, je sais pas s'il faut remonter. Moi, je suis bien sûr chrétienne baptisée, et j'ai toujours été engagée dans l'Église. Vous êtes auboise, troyenne ? Alors, je suis pas auboise d'origine, voilà, déjà. Donc, je suis arrivée dans l'Aube, j'avais 23 ans, voilà, par mon mariage. Ça me permet de rappeler aussi que je suis mariée. Donc, ça, c'est aussi peut-être mon premier engagement. Et en fait, j'habite dans le nord du département, donc à côté d'Arcy, un petit village qui s'appelle Le Chêne. Donc, voilà, je viens des grandes plaines céréalières du nord du département. Et j'ai toujours eu des engagements d'église, voilà, même quand je suis arrivée dans l'Aube, quand je me suis mariée. Et puis, mais en assumant ces engagements, tout en ayant, déjà en construisant notre famille, et puis en ayant une activité professionnelle. Et puis, donc j'ai été enseignante pendant 25 ans, voire un peu plus, au lycée des Cordeliers d'Arcy-sur-Aube. Et puis à un moment donné, donc je souhaitais arrêter l'enseignement, et sans trop savoir ce que j'allais faire. Et à ce moment-là, donc, puisque j'étais déjà engagée dans l'Église, on m'a demandé d'autres engagements. En particulier à ce moment-là, donc c'était il y a un peu plus de 10 ans, on m'a proposé de faire une formation à l'Institut catholique de Paris, donc une formation à distance et en présentiel sur 4 ans, et donc que j'ai suivi, et voilà, qui n'est pas non plus très loin des préoccupations du diocèse aujourd'hui, puisque en fait mon sujet de mémoire était sur la crise que traversent les communautés, en particulier les communautés paroissiales, et de travailler sur les actes des apôtres, pour voir comment les actes des apôtres pouvaient être aujourd'hui quelque chose de porteur et de nourrissant pour la transformation missionnaire de nos communautés, et en particulier de nos communautés paroissiales. Voilà. Et puis, du coup, en même temps que je suivais cette formation, la personne qui était à l'époque au service de la formation, donc au centre de formation, prenait sa retraite. Et du coup, j'ai intégré d'abord le service de formation comme bénévole, et puis quand elle est partie en retraite, donc j'ai succédé à Monique Mongin comme responsable animatrice du service de formation du centre diocésain de formation. Justement, à ce sujet, centre de formation Bernard de Clairvaux, c'est un service important pour les paroissiens. Quel regard portez-vous sur les connaissances des fidèles en matière religieuse, c'est-à-dire sur les fidèles en général, et peut-être plus précisément sur les nouvelles générations, dont on dit que parfois il leur manque un certain nombre de fondamentaux? Alors, peut-être, la première chose à dire, c'est que au centre diocésain de formation, donc les formations qui étaient proposées, enfin depuis quelques années, voilà. Alors je dis pas qu'on était à bout de souffle, mais en plus avec les années Covid, c'est vrai qu'on avait vraiment du mal à trouver un public, et c'est vrai que on n'avait pas forcément, et même l'inverse, on n'avait pas un public jeune dans les propositions de formation, et même un public plutôt âgé avec une difficulté à se renouveler. Donc j'espère qu'une nouvelle équipe se met en place là maintenant. Donc j'espère qu'ils arriveront à remobiliser et à mobiliser d'une autre façon pour que voilà, il y ait davantage de jeunes. Donc je pense que les jeunes chrétiens se forment sûrement d'une autre façon, parce que forcément ils ont beaucoup accès à tout ce qui est proposé
sur Internet et toutes les propositions, les MOOC, les propositions à distance. Et je pense que les jeunes se forment, mais plus du tout de la même manière. Donc la question, c'est comment rejoindre toutes ces personnes. Alors je dis les jeunes, mais il n'y a pas que, qui se forment d'une autre manière, et comment s'appuyer aussi sur ce qui est proposé aujourd'hui pour continuer à avancer ensemble. Voilà. Vous parlez des jeunes et donc un petit peu de l'avenir. D'une manière générale, quelle église avec un E majuscule envisagez-vous pour l'avenir ? Alors ça, c'est une réponse, c'est impossible de répondre. C'est impossible de répondre parce que justement, on sent bien, il y a plein de choses qui montrent qu'on est dans une période charnière. Enfin, on le dit pour tout au niveau je pense, de la société, et c'est vrai aussi au niveau de l'Église, et que c'est peut-être aussi la difficulté du moment. Et en même temps, c'est aussi ça qui est enthousiasmant, c'est qu'on sent bien qu'on est dans une période charnière où il y a beaucoup de choses qui changent, mais on ne sait pas du tout, en tous les cas, moi je ne sais pas du tout vers quel visage d'église on va. Voilà. Alors peut-être que néanmoins j'ai une certitude que cette église vers laquelle on va, ça sera forcément une église hospitalière. Voilà. Je le crois très fort. Enfin, en tous les cas, et puis je suis bien sûr convaincue que l'église a un bel avenir devant elle, mais je suis convaincue aussi, oui, qu'il faut qu'elle devienne hospitalière, voilà, et qu'elle le sera. Faut-il qu'elle se transforme en profondeur ou pas, selon vous ? Alors j'ai envie de dire que oui, mais voilà, je sais pas de quelle manière, mais oui, certainement. Enfin, il y a plein de choses qui montrent qu'elle va probablement se transformer de manière profonde. Madeleine Gaillard, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci. Merci.